Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Li Yanrong. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Femmes d'ombre, femmes de lumière, dans laquelle aujourd'hui nous accueillons Li Yanrong. Bonjour Yanrong. Bonjour Floriane. Bienvenue sur Radio Taïwan International et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes avocate et directrice du département d'équité des genres au DPP, oui. Le Parti démocrate progressiste. Tout d'abord, je voulais vous demander pour commencer, comment ça se fait que vous parlez aussi bien français ? Je sais que vous avez fait des études en France oui. Notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est fait ce choix d'aller en France et d'apprendre le français ? D'accord. En fait, quand j'avais 10 ans, mon père est allé à Lausanne pour refaire ses études. Il a eu un master IMD. Et à l'époque, j'étais scolarisée dans une école francophone, puisque Lausanne est dans la partie francophone de Suisse. Et j'ai passé là-bas 1 an avec ma famille, toute ma famille. Mon père, ma mère et ma sœur, oui. Et je suis revenue à Taïwan. Et puis, après, quand je suis entrée à l'université, j'ai repris mon français. À l'époque, j'ai étudié français avec monsieur Jacques Picou. Il est parmi les premiers des Français qui sont venus à Taïwan et s'installer ici à Taïwan. Donc, il est mort il y a quelques années et sa mort tragique a quelque sorte contribué à la légalisation de mariage gay à Taïwan, en fait. Donc, après l'université, quand je faisais ma décision pour continuer mes études, je ne voulais pas faire un choix comme les autres. À l'époque, mes amis ou la plupart de mes amis, s'ils voulaient faire des études de master à l'étranger, notre premier choix était des États-Unis. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants taïwanais qui allaient en Europe. Quand je disais à l'époque, c'était déjà à peu près 20 ans, en fait, 17 ans, 20 ans. Je suis venue à Taïwan en 2023, donc 2013. Et je suis allée en France en 2008. Donc à l'époque, il n'y avait pas autant d'étudiants taïwanais qui s'intéressaient en France. Donc je voulais juste être différent que les autres. C'est un peu... Bon, c'est comme ça. Donc je suis allée en France et je passais 1 an dans une école à la Sorbonne, une école de langue. Après DELF, et je suis admise à l'école aux études en sciences sociales. Pour faire mes études en sociologie, mais pour préciser, c'est Gender Study, études en genre. Donc, après mon master en Gender Study, j'ai fait un autre master en droit de l'homme, à l'époque, à l'université de Nanterre, Paris-Nanterre. Et j'ai fait mon mémoire sur le couple franco-taïwanais, aussi le mariage. Comment le tribunal français de Nantes vérifie l'authenticité de mariage franco-étranger. Et c'était un sujet de grand débat à l'époque. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Exactement, c'est encore l'actualité. C'est très actuel à Taïwan, en fait, parce qu'on vient de déporter 3 influenceuses chinoises. 3 épouses chinoises. Je crois qu'ils n'ont pas encore eu la nationalité taïwanaise, mais ils sont d'origine chinoise. Ils ont été déportés par le gouvernement taïwanais parce qu'ils ont eu des discours... à mon avis, c'est hostile à Taïwan et pour l'unification par la force avec la Chine. Exactement. Ouais. Donc, c'est très actuel à Taïwan. Bon. Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous avez découvert pendant ces recherches autour des couples franco-taïwanais à l'époque ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans vos recherches ? D'accord. En fait, quand je suis allée en France, j'avais cette idée que la France était globalement, moins progressiste que Taïwan, notamment sur les questions de genre, les questions d'égalité entre hommes-femmes. Mais quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas, en fait. Par exemple, pour la prévention de la violence conjugale au sein de la famille, au sein du couple, Taïwan était beaucoup progressiste par rapport en France à l'époque. Parce qu'à l'époque, si je ne me trompe pas, le viol entre le couple... Au sein de couple, c'est quand même un sujet assez tabou et personne ne portait plainte à l'époque parce qu'il y a très mal vu et la police ne vous croyait pas en fait. Mais à l'époque, je parlais de 2008, à Taïwan, on avait déjà un système de protection pour les victimes de violences conjugales à Taïwan qui a été implanté peut-être dans les années 90.
Donc, pour la violence conjugale, à Taïwan, on a eu un système relativement plus protectif pour les victimes de violences conjugales. Donc, ça, c'est la première chose que je me suis rendu compte que Taïwan n'était pas si mauvais que ça sur la question de genre. Et aussi, je trouvais que la relation conjugale, pour la relation de pouvoir au sein de couple, il y a quand même une sorte de généralité, si vous voulez. Même si à Taïwan ou en France, on partage différentes bases culturelles, si vous voulez, où on a des idées différentes sur les femmes, hommes peut-être, mais on partage certaines généralités, certaines... comment dire? Ok, si vous voulez, si je pourrais utiliser ce terme domination masculine, ça existe encore en France, bien sûr, au sein du couple, et la différence de nationalité, une femme asiatique, et aussi un homme européen, ok? Ce genre de différence, ça pourrait éventuellement renforcer un certain rapport de pouvoir au sein du couple, homme-femme, et Asie et Europe. Donc, avec peut-être une différence d'âge aussi, assez fréquemment. Oui, mais c'est un peu différent par rapport le couple franco-maghrébin, parce que c'est une autre dynamique. Ils ont une autre dynamique, où l'histoire coloniale, mais à Taïwan, c'est un peu plus... par exemple, stéréotype sur les femmes asiatiques, plus tendres, plus, je sais pas, accueillantes par rapport... voilà, donc... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, j'ai interviewé quand même pas mal de couples à Taïwan, en France, et ils faisaient leur mieux, notamment pour les femmes, hein, elles faisaient leur mieux de renforcer ce genre de rapport de pouvoir. De les renverser. Même si c'était un peu difficile à l'époque, parce qu'en France, si vous voulez trouver un bon job, vous devrez quand même maîtriser le français, en fait. Mais la dernière fois que je suis retournée en France, c'était en 2017. C'est juste après le Charlie Hebdo, oui. L'attaque Charlie Hebdo. Et j'étais à PHV et le staff était très, très gentil avec moi et il parle même anglais avec moi. Donc, c'était vraiment un peu différent après, à mon avis, après l'attaque de Charlie Hebdo. Peut-être à l'époque, les Parisiens, ils se sont rendus compte que le tourisme était très, très important pour l'économie locale. Donc, mais à l'époque, le 2010-2008, c'était quand même difficile pour les gens qui ne parlent pas forcément très bien français de trouver un bon job. Le bon job, c'est le même niveau que leur étude, par exemple, qu'ils ont fait à Taïwan. Donc, c'était difficile pour eux, et pour elles, bien sûr, mais elles faisaient certains sacrifices parce qu'ils avaient de la famille là-bas, ils avaient leurs enfants là-bas. Donc, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident. Est-ce que statistiquement, il y a plus d'hommes français mariés avec des femmes taïwanaises que des femmes françaises avec des hommes taïwanais? Il y a beaucoup plus de femmes taïwanaises qui sont mariées avec des hommes français que l'inverse. J'avais interviewé un couple, un homme taïwanais, une femme française qui habitait à Taïwan. C'était vraiment, vraiment très, très dur pour eux, notamment pour la femme, en fait, parce que à part des questions qu'ils ont eues pour le couple normand, le couple franco-français ou franco-taïwanais, ils ont eu des problèmes avec la belle famille. Oh là, ça c'est... même pour les Taïwanaises, hein, c'est vraiment très dur avec les belles familles. Et imaginez que c'est une femme française qui n'avait pas certainement cette idée de comment on pourrait... comment la belle famille taïwanaise espérait voir une belle fille. Et là, c'est comment assez dur. Donc, c'est intéressant de voir la différence entre le genre et aussi le pays de résidence qui pourrait éventuellement influencer la dynamique au sein du couple. Ouais. Pendant ce séjour en France, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ça fait déjà plus de 10 ans que je suis revenue à Taïwan. Avec le recul, après, ce qui m'a marqué le plus, je crois que c'est l'attitude accueillie. C'est une attitude accueillante? Accueillante, exactement. Accueillante chez les Français pour les sans-papiers. Je faisais le travail volontaire, du bénévolat? Exactement. Au sein d'une association qui aidait les couples franco-étrangers, dont l'époux étranger et sans-papier. Et là, je voyais que, en fait, sans-papier, à Taïwan, c'est un peu difficile d'imaginer des gens sans-papier, en fait, à l'époque. Et même maintenant. Pour certains Taïwanais, c'est inimaginable qu'à Taïwan, on pourrait avoir des personnes qui sont sans-papier.
Mais à l'époque, ce qui m'a marqué, c'est que même s'il y a des extrêmes chez les Français sur l'attitude pour les sans-papiers, mais en général, on peut quand même trouver pas mal de gens qui sont très accueillants et qui pourraient aider financièrement ou émotionnellement les sans-papiers. Et là, je crois que c'est en Europe, on peut trouver ce genre de gens partout, en fait, à Londres, dans les grandes villes. Et même s'ils sont sans papier, mais ils sont quand même titulaires de cet endroit que notre État doit les protéger. Donc, je crois que ça m'a marqué quand même beaucoup parce que droit de l'homme, c'est vraiment une idée universelle et généraliste. Donc, on doit respecter le droit de l'homme, même s'ils sont sans papier. Mais après, en 2013, je crois que c'était la première vague de sans-papiers des immigrés en raison de la guerre et tout ça. Et à Taïwan, on a toujours du mal à promouvoir. Pour les activistes, c'est très, très difficile. Je crois que les Taïwanais, on ne voit pas l'importance, on ne voit pas la nécessité d'avoir une loi protective pour les réfugiés. Parce que pour nous, c'est difficile d'imaginer cette idée réfugiée. Parce qu'à Taïwan, on est une île. Et si vous voulez sortir de territoire, il faut prendre l'avion ou le bateau. Mais en Europe, c'est un grand continent. Vous pouvez très bien, très facilement passer la frontière en marchant ou en voiture. Mais à Taïwan, pour moi, ça m'a marqué beaucoup parce que pour moi, avant d'aller en France, si on veut sortir du territoire, il faut prendre l'avion. Et prendre l'avion, c'est toutes sortes d'étapes. Passer l'immigration, préparer votre ticket, tout ça. Donc, c'est quelque chose assez compliqué, un peu complexe pour préparer. Sortir du territoire pour les Taïwanais. Mais par contre, en Europe, en France, sortir du territoire, c'est juste vous passez par voiture, même vous 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 rendez compte que vous êtes en train de franchir la frontière. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Donc du coup, aussi maintenant, c'est pareil pour les Taïwanais. On a toujours du mal à imaginer comment ces gens, ces réfugiés pourraient venir à Taïwan sans passer par toutes les immigrations, toutes les douanes et tout ça. Donc c'est et aussi la Syrie ou Palestine est très loin pour nous. Et donc, du coup, même si Taïwan, c'est très, très probable qu'on ait la guerre dans un prochain avenir. Mais presque personne n'imagine que le statut de réfugié pourrait un jour être, nous être utile. Parce que Taïwanais, on pourrait éventuellement devenir réfugié un jour. Bien sûr. Donc, c'est intéressant tout ça. Et donc, c'est un peu... On oublie aussi beaucoup à Taïwan le fait qu'il pourrait y avoir... Par exemple, des réfugiés de Hong Kong, de Chine, de Corée du Nord, qui pourraient chercher refuge à Taïwan. Donc, il y a aussi des régions plus proches d'où des gens pourraient chercher à fuir ou cherchent à fuir. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie importante de la population taïwanaise, les descendants de réfugiés, ils sont venus à Taïwan en 1949 avec Chiang Kai-shek. Mais la façon dont... Ils ne se voyaient pas comme des réfugiés, je pense. Peut-être qu'ils ne se sont pas identifiés comme réfugiés, mais... En définition, ils étaient réfugiés. Donc, la façon dont on racontait cette histoire de ces réfugiés venus à Taïwan avec Chiang Kai-shek, c'est complètement différent. Donc, du coup, on n'est pas rendu compte qu'ils étaient en définition réfugiés, en fait. Donc, c'est un peu dommage, à mon avis, qu'on n'ait pas cette opportunité d'apprendre comment exactement leur vie était, comme ils étaient venus à Taïwan. Parce qu'après, c'était c'était le massacre... pour la population 47, locale. Donc, après, c'est la terreur blanche. En Taïwan, on a vécu un certain temps sous l'autoritarisme. Exactement. Donc, du coup, il y a un clivage très important au sein de notre population. Mais quand même, une partie importante de notre population, ils étaient descendants des réfugiés. Donc, ce qui est marrant, à mon avis, c'est qu'à Taïwan, aujourd'hui, on a toujours du mal à nous projeter dans un statut de réfugié, même si on a vraiment une relation très tendue avec la Chine et tout le monde parlait de la guerre. Une guerre peut-être éclencherait d'ici 1 an ou 2 ans, mais c'est intéressant. Ouais. Effectivement. Bien, merci beaucoup pour ces réflexions et nous allons reprendre cette discussion la semaine prochaine. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière présenté par Florian Dai en compagnie de Li Yanzhong. Merci de votre écoute et à bientôt.